Bonjour, donc ravie d'entamer cette journée. Donc je vais me lancer dans ma présentation. Alors, manger 5 fruits et légumes par jour, manger trop gras, trop sucré ou trop salé. Autant de messages que vous et moi connaissons, entendons, comprenons, mais que nous n'appliquons pas forcément au quotidien. Les équipes du laboratoire des recherches en éducation de l'UNC ont justement mis en évidence cette tendance chez les jeunes calédoniens. En parallèle, donc on a en Calédonie des incitations d'ordre publicitaire qui incitent les jeunes à consommer des produits, des produits importés, transformés, donc de basse qualité nutritionnelle, mais plus attractifs en prix. Les jeunes développent alors des habitudes alimentaires défavorables à leur santé, et ce qui explique en partie le fort taux d'obésité et de surpoids qu'on connaît dans la région Pacifique Sud. Se pose alors la question selon laquelle, par quelles approches et modes d'action peut-on améliorer l'implication des jeunes Calédoniens dans leur propre alimentation, en agissant notamment sur leurs pratiques de production, de transformation et de consommation de nourriture. Pour cela, je m'intéresse à des approches qu'on peut considérer comme nouvelles, singulières sur le territoire. Et pour cela, je m'intéresse du coup à la sphère citoyenne en Nouvelle-Calédonie. Plus particulièrement, j'étudie la dynamique interne et le fonctionnement de 2 organisations citoyennes que je vais vous présenter par la suite. Donc, ma thèse vise en effet à mettre en évidence des nouvelles approches, des nouvelles manières d'aborder l'alimentation. Donc, c'est une thèse en sciences de l'organisation, appelée aussi sciences de l'action collective. Je déploie une démarche qui est exploratoire, c'est-à-dire que je suis en immersion dans ces 2 organisations, je n'ai pas d'hypothèse à la base, et en suivant les situations du quotidien, la conduite des interactions, l'évolution des projets, je vais étudier leur dynamique. Donc ma démarche fait appel à des méthodes principalement qualitatives, à savoir de l'observation et des entretiens qui vont venir approfondir les processus derrière les faits observables. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter l'approche conceptuelle qui est déroulée par mes 2 organisations, c'est-à-dire la manière dont elles abordent l'alimentation sur le territoire. Pour cela, je fais appel au concept d'imaginaire de Castoriadis, un philosophe. Comment peut-on définir cet imaginaire ? Tout simplement, c'est un ensemble de significations, de représentations et d'affects qui, une fois partagés par un collectif, vont permettre de dépasser l'existant et créer de la nouveauté. Donc, à cet effet, Castoriadis distingue l'imaginaire radical, qui est propre à l'individu, à ses expériences passées, de l'imaginaire instituant, donc ce qui va plutôt avoir attrait à un processus de création des faits sociaux. Les chercheurs de ma discipline, donc les sciences de l'organisation, se sont appropriés ce concept d'imaginaire qui est de tout intérêt pour ouvrir la voie à des actions nouvelles face à des défis complexes de société, parmi lesquels on peut compter l'alimentation. D'un autre côté, le concept d'imaginaire est d'intérêt pour explorer les processus de fabrique du sens commun dans une organisation. Donc, qu'est-ce qui va faire que les individus se réunissent, se motivent autour d'une cause ? Alors, moi, j'ai choisi de me réapproprier ce concept d'imaginaire à ma façon, en partant des données que je récolte sur le terrain. Donc, j'ai identifié 2 composantes de l'imaginaire, qui sont les valeurs partagées d'un côté et la symbolique partagée de l'autre. Mais avant, je vais vous présenter rapidement mes 2 organisations et leur champ d'action. Donc, j'utilise un codage pour la première organisation OC1, pour Organisation Citoyenne 1, et pour la seconde, Organisation Citoyenne 2, OC2. Mon OC1, c'est un cluster à mission d'intérêt général, c'est-à-dire un réseau d'acteurs étendus qui va plutôt avoir un fonctionnement associatif. Donc, l'action de ce cluster est centrée dans les cantines scolaires et l'action repose sur principalement la mise en lien des acteurs, des différents maillons du système alimentaire, à savoir les producteurs, les transformateurs, les cuisiniers, de façon à augmenter la part des produits locaux dans les assiettes des enfants, mais aussi initier ces enfants au plaisir de manger, à la recherche de goût par des recettes simples. Donc, le cluster a une approche qui est une approche
conceptuel qui démarre de l'assiette, en fait. Donc, on part des besoins du consommateur. D'un autre côté, on a une association de bénévoles, donc actifs ou adhérents, donc une organisation un peu plus classique, dont les membres vont promouvoir et pratiquer la permaculture et tenter de revaloriser le patrimoine semencier du pays. Donc c'est une association qui repose sur les échanges intercommunautaires, mais également les échanges entre les milieux urbains et ruraux. Donc cette association a notamment une action annuelle qui consiste en un tour du pays pendant lequel les bénévoles vont se rendre chez des familles accueillantes et les accompagner sur leurs terres dans des projets en permaculture. Donc on a deux organisations très opérationnelles et qui ont une approche plutôt organique de l'alimentation, donc qui renouent avec l'aspect très organique de l'alimentation. Donc je vais désormais tenter de caractériser l'imaginaire dans chacune de ces organisations, donc tel que je l'ai interprété, à savoir par les valeurs partagées et par la symbolique. D'abord les valeurs partagées. Alors pour l'océan et son approche culinaire, la démarche consiste en fait à rechercher le plaisir, comme je l'ai dit, dans toute action entreprise, au même titre que la recette au sens propre dans l'assiette. Donc cela consiste à prendre soin de chaque maillon de la chaîne alimentaire, mais aussi prendre soin de soi. Donc, ce qui conduit à des valeurs telles que la bienveillance des uns envers les autres, la joie de partager, de nouer des liens. D'un autre côté, avec mon OC2, donc elle poursuit, comme je l'ai dit, une philosophie permacole qui, au plan des valeurs, consiste en une recherche d'harmonie entre les êtres humains, mais aussi entre les êtres humains et leur environnement nourricier. Donc là, on a des valeurs plutôt de l'ordre de la solidarité paysanne ou de l'éthique. Dans la littérature en gestion, donc ce sont tout un ensemble de valeurs, donc la bienveillance, le partage, la convivialité, qui d'un côté vont être d'intérêt pour effectivement renforcer le sens commun dans une organisation, et d'un autre côté, qui vont être associés à la nourriture, au partage de nourriture dans le Pacifique. Je poursuis avec la symbolique partagée. Donc la symbolique, c'est un aspect qui va surtout être pris en main par les leaders des organisations. Donc, du côté de mon océan, le leader est d'origine tahitienne et fait appel à tout un référentiel sacré. Donc, il use de contes et légendes tahitiennes lorsqu'il s'adresse à son audience. Il mobilise des éléments matériels comme la pirogue, la case, mais aussi des éléments du vivant, l'igname, des végétaux, et du non-vivant comme le vent ou les énergies. Notamment, on a l'image de la pirogue qui est très présente dans l'organisation pour maintenir la motivation entre les membres de l'équipe. D'un autre côté, du côté de l'OC2, on a un leader qui mobilise le référentiel Kanak et évidemment le lien sacré qui unit les membres de l'organisation à leur terre nourricière. Ça se manifeste par exemple par une personnalisation de la coutume où les participants à l'événement annuel vont offrir à leur famille d'accueil des boutures et des semences, par exemple, issues des champs précédents, de façon à connecter symboliquement les participants à l'événement entre eux. Donc, à l'instar des valeurs partagées, la symbolique dans la littérature en gestion est perçue comme un réel levier de connexion durable des individus d'un groupe, avec le rôle du leader pour fédérer et garder le cap commun. Mais encore une fois, on voit bien que ce sont dans mes deux organisations une symbolique propre aux sociétés insulaires du Pacifique Sud, avec ce lien à la terre et la fonction relationnelle et identitaire des aliments. Donc quelque part une dimension un peu sacrée de l'alimentation. Voilà ainsi la recette de l'imaginaire telle que je le conçois dans mes organisations d'études. On peut peut-être aller plus loin en se demandant, pour terminer, comment cet imaginaire collectif va réellement prendre sens dans le groupe. Donc, à ce titre, j'explore la piste de la narration pour agencer tous ces éléments. Donc, la narration, c'est un courant à part entière en sciences de l'organisation. Et ce courant me permet de dégager les conditions de passage d'un imaginaire, donc quelque chose qui peut paraître assez abstrait, au passage à l'acte effectif. J'ai par exemple commencé à explorer la piste de la fiction,
la fiction qui va stimuler l'émerveillement ou la créativité des membres de l'organisation. Également faire appel à l'existant en racontant les histoires qui se sont réellement passées pour motiver de nouveaux participants à rejoindre les démarches déployées. Mais aussi des éléments sur la posture de l'orateur. Donc il est important que la personne qui raconte l'histoire fasse preuve de son propre engagement de façon à offrir une promesse qui soit crédible. Donc c'est quelque chose que je suis actuellement en train d'explorer. Par ces éléments, je rejoins la définition de l'imaginaire de Castoriadis et j'espère qu'à travers les valeurs et la symbolique partagées dans mes organisations, je réussisse à faire apparaître cet ensemble de significations partagées par les membres d'une organisation qui vont les conduire à mener une action collective efficace en termes d'alimentation. Merci pour votre attention. Bien, Mademoiselle Aoudia, merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent des présentations de cette nature, notamment en sciences de l'organisation. Les collègues capables d'encadrer dans ce domaine à l'Université de la Nouvelle-Calédonie sont assez rares, en fait. Ils sont plus rares que ceux qui encadrent, on va dire, l'environnement, notamment, par exemple. Et donc, voilà, c'est un peu une première pour nous. Merci, Amel, pour cette présentation. Donc, le micro est disponible. Je vais parcourir l'amphi à votre demande. Toujours la première qui est plus compliquée. Oui, vas-y. Merci. Juste une première question. Merci pour cette présentation. De ce que je perçois, la démarche que vous observez et qui est entreprise, elle peut s'appliquer à beaucoup finalement de contextes différents. Quelle est la spécificité vraiment par rapport à l'alimentation que vous mettriez en avant ? Vous voulez dire la spécificité par rapport au territoire calédonien ? Mais par rapport à la thématique en fait, que vous explorez sur l'alimentation, parce que la démarche entreprise, collective, citoyenne, etc., elle peut s'appliquer à beaucoup de sujets en fait. Ok. Moi, ce que je remarque, c'est que la démarche qui est déployée par chacune des organisations revient vraiment sur une alimentation, comme je l'ai dit, organique, puisqu'on a l'habitude d'avoir des messages qui sont plutôt orientés sur la santé, la nutrition. Et là, on renoue vraiment avec le consommateur, ses ressentis, ses besoins. On fait parler l'estomac et l'assiette avant tout, en fait. Donc, je dirais que c'est ça un peu la touche originale de mes deux organisations. Mais effectivement, c'est des approches qui peuvent, je pense, s'appliquer à d'autres organisations. Et c'est d'ailleurs une perspective de la thèse que d'être inspirante aussi pour d'autres territoires du Pacifique insulaire où des citoyens voudraient aussi s'organiser et proposer ce genre de démarche. Merci. Les membres du jury, questions ? Merci Amel pour cette présentation. Moi, j'aimerais bien qu'on aille que tu nous amènes un petit peu sur ce que tu as appelé les champs d'action et que tu as lié à des OC1 et OC2, d'accord ? C'est les organisations, j'imagine, dans lesquelles tu fais tes investigations. Est-ce que au départ, tu as fait un listing de l'ensemble des organisations qui pouvaient exister en Nouvelle-Calédonie et à l'arrivée, il n'y en a eu que 2, ou est-ce que tu as fait des choix ? Et ces choix, pourquoi se sont-ils portés sur le cluster et l'association ? Alors, je n'ai pas fait de recensement des organisations existantes en Calédonie, mais effectivement, j'ai choisi ces 2 organisations selon plusieurs critères. Alors d'abord parce qu'elles proposent des actions qui sont déjà très opérationnelles, qui sont avec des acteurs de terrain qui relaient l'action sur la totalité du territoire. Ensuite, parce que j'estimais qu'elles proposaient des solutions qui pourraient avoir un apport en termes d'éducation à l'alimentation. Donc, par exemple, le cluster a un projet à part entière d'éducation à l'alimentation qui est déployé dans les écoles. Et l'OC2, c'est en cours de préparation, va déployer son événement annuel dans le cadre d'une édition spéciale enfant. Et il y a eu certaines éditions où l'action s'est faite dans des MFR, par exemple.
Et dernière chose, c'est tout un pan de ma thèse dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est l'approche par les émotions. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'étudie aussi la place et le rôle des émotions dans le déclenchement de l'action collective, et du coup, plus accessoirement, les émotions liées aux pratiques alimentaires. Et il est apparu, pour le cluster, qu'il y avait une réelle attention de l'équipe aux émotions dans la démarche qui est déployée, donc en accord avec toujours cet aspect organique de l'alimentation. Et pour l'OEC2, c'est moins conscient, c'est moins assumé, mais il y a aussi cette charge émotionnelle forte qui apparaît pendant l'événement. Donc c'est aussi par intérêt scientifique pour ce champ des émotions. Oui, donc j'avais une petite question peut-être sur finalement les objectifs in fine de cette thèse. Est-ce que c'est descriptif, c'est-à-dire que ça va décrire les différentes façons d'aborder les choses, de mobiliser un certain nombre d'émotions et de langage par rapport au message qu'on veut faire passer? Et à la fin, est-ce qu'il y a quelque chose sur finalement qu'est-ce qui marche le mieux, grosso modo? Oui, bien sûr. Alors, la première étape de la thèse, effectivement, c'est de mettre en valeur ces deux organisations, ce qu'elles font, rendre plus compréhensible leur approche conceptuelle, qui parfois n'est pas forcément comprise par leurs interlocuteurs. Du coup, leur redonner peut-être plus de crédit pour avoir accès à des financements et pouvoir développer leurs actions. Et plus d'un point de vue de ma discipline, du coup, les sciences de gestion, l'idée, c'est aussi d'équiper ces organisations d'outils peut-être plus performants, qui vont permettre d'avoir une action collective mieux organisée. Et pour terminer, je l'espère, c'est aussi mettre en place une méthode de transposition de ces démarches à d'autres organisations, comme on l'a évoqué tout à l'heure, possiblement dans d'autres pays du Pacifique insulaire, donc dans d'autres contextes socioculturels. Et il faut savoir que depuis l'année dernière, la Nouvelle-Calédonie a aussi amorcé une stratégie de transition alimentaire avec un membre du gouvernement chargé de la transition alimentaire. Donc j'espère que aussi mes travaux puissent inspirer les programmes officiels qui sont actuellement inadaptés aux cultures océaniennes. Oui, ma question était un peu identique, c'est-à-dire en tant que représentant du MEDEF, m'intéressait plutôt à la finalité de ces recherches et savoir s'il pouvait exister des recommandations ou des choses comme ça. Vous avez en partie répondu à mes interrogations. Tout à l'heure, vous aviez parlé des familles qui allaient offrir des boutures à leurs familles hôtes. Vous pourriez expliquer un peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors l'OC2, effectivement, a une action emblématique sur l'année, donc qui est un tour du pays. Les membres de l'association, mais aussi tout participant, enfin tout citoyen calédonien volontaire, donc forme une équipe qui va se déplacer de famille en famille tout autour du pays. Et les bénévoles sont hébergés, nourris par l'hôte. En échange, ils travaillent au champ, ils donnent un coup de main sur les projets en cours pour donner lieu justement à des échanges de savoirs et de pratiques autour de la terre, mais aussi autour des savoirs culinaires. Et effectivement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que les différentes familles accueillantes ne se connaissent pas forcément. Il n'y a pas forcément d'événements pour les rassembler, pour faire perdurer le projet. Donc une façon de créer la connexion, c'est pour les hôtes de faire des offrandes, donc du chant précédent vers le chant suivant, de manière à connecter de façon symbolique les hôtes. Après des retours que j'ai des membres, c'est vrai que les participants d'eux-mêmes ont tendance à chercher à se revoir aussi après cet événement. Donc on peut considérer que c'est incitatif peut-être pour créer ces connexions réelles. Bien, merci pour ces réponses. Oui. Oui. Merci pour cette présentation et pour les réponses aux questions qui ont été posées, dont certaines étaient les miennes. Moi, ce n'est pas une question, ou peut-être une proposition.
parce que tout ce que vous avez dit ce matin me fait beaucoup penser à la politique, avec deux groupes sociaux, avec une recherche de valeurs partagées, une recherche de symbolique partagée, avec la posture des leaders, avec l'objectif, là, ici, de bien manger, d'autres de bien vivre, je vais dire, demain. Donc peut-être que la prochaine thèse que vous ferez, ça pourrait peut-être intéresser aussi ce secteur-là. Donc merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Bien, une dernière question. Une dernière question, notre collègue le professeur Fotzing, et puis après, on passe donc au suivant. Merci Jean-Marc. Vous avez parlé des imaginaires et au début de la présentation, il était question de partir des travaux du LIR qui ont conclu sur l'obésité par rapport à l'alimentation. La dimension concrète dans la relation à la culture kanak, vous l'appuyez sur quels éléments et de quelle façon? Deuxièmement, l'agriculture qui est à l'amont de l'alimentation, comment vous la prenez en compte? Pour répondre à votre première question, alors je mobilise du coup une littérature sur qui a trait aux significations de la nourriture dans les sociétés du Pacifique insulaire, que j'essaie du coup d'injecter dans le concept d'imaginaire pour revisiter celui-ci à la lumière de mes organisations. Donc certes, en fait, les travaux du LIR, je m'appuie principalement dessus pour problématiser mon sujet, donc mettre en valeur les manques à combler peut-être, pour montrer que ma thèse fait suite à ces études du LIR. Mais sinon, je ne la mobilise pas plus que ça dans mes développements, donc ça va être plutôt une littérature sur les significations identitaires et relationnelles de la nourriture dans le Pacifique. Et est-ce que vous pouvez répéter votre deuxième question? Rapidement. La nourriture, on est déjà dans l'assiette, mais cette nourriture part du champ. Et quelle est la relation avec l'agriculture? Puisque je pensais que la culture kanak, c'était d'abord l'ancrage au sol par la production agricole. C'est ce lien que je recherche dans le concret que vous avez évoqué. Et je ne le vois pas dans la dimension culturelle. Ok, oui, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément développé aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, ces deux organisations ont une vision vraiment holistique du système alimentaire, donc elles vont aussi favoriser l'implication des producteurs. Par exemple, du côté de l'océan, il y a un projet à part entière de mise en lien des producteurs autour de la cantine, donc par des bassins localisés, donc de façon à mettre en place des circuits de proximité. Et en fait, je dirais que c'est encore une fois dans l'approche qu'ont les membres de l'organisation d'aborder les personnes. Ils vont aller chercher les producteurs, valoriser leurs talents, leur montrer qu'ils sont capables d'apporter quelque chose à la cantine, d'anticiper leur approvisionnement. Et c'est vraiment par cette approche, encore une fois, qui part de l'autre et de ses talents qu'on va développer ce genre de projet et impliquer la production aussi.